L'enregistrement a donc débuté. Donc, ce serait bien si vous pouviez vous présenter et donner le titre de votre intervention et on vous écoute. Très bien. Alors, bonjour. Alors, je crois que je ne peux pas allumer la caméra et partager mon écran en même temps. Désolée. Donc, je m'appelle Luce Jérôme et donc je suis la directrice d'hôpital en stage à la PHM, la direction du biomédical. Et donc, merci à ceux qui sont présents, à ceux qui verront ce webinaire en replay. Alors, donc, mon stage a eu lieu à Rio de Janeiro dans une maternité publique et donc le thème du stage c'était l'extension de l'offre d'analgésie péridurale dans les maternités publiques du Brésil. Donc, ma présentation sera courte, ça va durer à peu près 5 minutes. Mais donc, en premier, je vais vous présenter le projet de coopération franco-brésilien dans lequel ce stage s'inscrivait, puis vous donner quelques grandes idées, des chiffres sur l'accouchement, et notamment la césarienne, qui est quand même plutôt énorme, puis parler plus précisément de ma mission et vous présenter la maternité et les propositions, les préconisations faites à l'issue de ce stage. Alors, la coopération, c'est une coopération scientifique et technique, projet porté par la DGOS et l'Institut Fiocruz au Brésil, qui est un institut de recherche en santé publique. Et donc, plusieurs maternités sont donc impliquées en France, les chutes d'Angers et de Lille. Au Brésil, la maternité dans laquelle j'étais à Rio, Maria Amélia Buarque de Holanda, et une autre à Fortaleza, Escola Assis Chateaubriand, et d'autres maternités depuis ont rejoint la coopération des maternités au Brésil. Ce projet est porté par des équipes pluriprofessionnels. On a des médecins, des sages-femmes, des anesthésistes, directeurs d'hôpitaux aussi. Et donc, pour rappel, l'objectif de cette coopération qui a débuté en 2019, c'est d'aller progressivement vers une diminution du nombre de césariennes au Brésil par une augmentation de l'offre d'analgésie péridurale. Alors, au Brésil, la césarienne, c'est plutôt la norme. Les taux de césarienne sont plutôt élevés, à peu près 46% dans le public et beaucoup plus dans le privé, 88% dans le privé. Souvent, les accouchements sont programmés et ce sont des césariennes qu'on pourrait appeler des césariennes de confort, demandées par la patiente ou demandées par les professionnels de santé. Alors que les recommandations OMS sont plutôt de l'ordre de 15 à 20% de césariennes. En France, on est un petit peu au-dessus, on est à 20-21% de césariennes. Et parmi les accouchements faits par voie basse, près de 80% de ces accouchements se font sous péridurale. En France, donc. Et au Brésil, d'après la littérature, il y a un nombre aussi important de césariennes parce que les accouchements sont en fait souvent représentés comme étant particulièrement violents, particulièrement douloureux pour la femme et pour le bébé. Et le petit slogan que j'ai mis là juste en bas, des accouchements violents pour vendre des césariennes, c'est ce qui ressort de beaucoup en Portugal d'origine, mais de beaucoup de manifestations plutôt féministes, comme vous pouvez voir sur la petite photo. Et donc, qu'est-ce qui amène les femmes à choisir la césarienne? Elles sont beaucoup poussées à la choisir. Il y a un caractère pratique pour l'organisation du travail dans l'hôpital parce que c'est plus court, c'est plus rapide, c'est pratique par rapport pour l'organisation du travail, le nombre de lits, la place, etc. Finalement, ça devient donc une préférence de la femme parce qu'on lui explique que ce sera plus rapide, que ce sera moins douloureux, que c'est mieux pour le bébé, etc. Et il y a aussi le point de la rémunération de l'acte. Les césariennes sont mieux rémunérées. Et enfin, l'autre problème qui remonte, c'est finalement la méconnaissance de la péridurale. Souvent, les femmes ne savent pas vraiment ce que c'est. Et la faible diffusion, finalement, c'est un cercle vicieux qui fait que, comme dans notre famille, personne n'a accouché par péridurale, alors on ne connaît pas et ça ne se fait pas. Donc ça, c'est pour le Brésil. Et ma mission, finalement, c'était de rendre état de l'avancée du projet de coopération qui donc a démarré en 2019, qui a été ralenti par le Covid. Ensuite, de comprendre les dynamiques au sein de l'établissement dans lequel j'étais, de la maternité publique, et de déterminer les forces et axes d'amélioration pour pérenniser le projet.
Alors, je parle de ma mission, mais finalement, c'était une mission commune parce qu'on était 3 EDH au Brésil, une à Fortaleza, dans une autre maternité pilote, et une autre à cheval sur plusieurs maternités à Salvador de Bahia. Alors, Maria Amélia, pour vous la présenter, c'est environ 5000 accouchements par an. C'est une maternité accolée à un complexe hospitalier. Le taux de césarienne, il est d'environ 30%. En fait, c'est une maternité qui est gérée par un organisme philanthropique. Et dans le contrat, il est stipulé que le taux de césarienne ne peut pas dépasser les 30% par an. Type de risque modéré à haut, et la durée moyenne de séjour est plutôt de 3 jours. Et en fait, ça dépend beaucoup des maternités. Dans certaines maternités, les femmes restent une journée, 24 heures à la suite de leur accouchement. Maria Amélia fait aussi figure de référence en termes d'accouchement physiologique. Donc, c'est une raison pour laquelle elle a intégré le projet. La maternité dispose d'une offre d'analgésie péridurale. La chef de l'anesthésie, du service d'anesthésie, est très force de proposition dans le projet, mais malgré ça, il y a quand même un manque de sensibilisation des équipes, parfois peut-être un manque d'envie, le problème d'un accompagnement prénatal trop tardif pour les femmes, parce que la maternité est aussi dans un quartier assez populaire de Rio, et les femmes vivent plutôt loin, ont du mal à venir aux cours de préparation à l'accouchement, à suivre un accompagnement prénatal, et finalement elles sont pas prêtes à accoucher quand elles arrivent, et il est plus simple de leur proposer des césariennes. Donc à l'issue du stage, on a fait plusieurs propositions, des propositions propres à Maria Amélia et des propositions un peu plus générales. Tout d'abord, davantage sensibiliser le personnel soignant, renforcer l'accompagnement prénatal. Il y a aussi un manque d'anesthésistes, donc proposition de recruter un anesthésiste supplémentaire. Un point intéressant aussi, c'est qu'au Brésil, il y a plusieurs spécialités dans le métier d'infirmière, mais pas de spécialité, donc beaucoup plus qu'en France, mais pas de spécialité en anesthésie. Il n'y a pas de IAD, alors que c'est une volonté de la part des infirmières obstétriques qui pensent que ça pourrait permettre une meilleure gestion de la douleur dans l'accouchement pour les femmes. Et enfin, de disposer de pompes à dispensation de péridurale automatique, parce que ça coûte très cher au Brésil et les maternités publiques en général n'en ont pas. Pour conclure, donc, j'irai directement vers les suites du projet. Une équipe française est allée donc au Brésil en décembre 2023, et le bilan de tout ça, c'est que cette année est prévu un don de pompes à dispensation automatique de produits analgésiques pour plusieurs maternités donc qui font partie du projet. De nouvelles maternités seront intégrées au projet, et un Vie ma vie au Brésil et en France sera organisé pour un échange de bonnes pratiques, essentiellement entre gynécologues et anesthésistes. Et bon, juste au-dessus, j'ai mis quelques visuels de nos rendus, donc à la fois pour la France et pour le Brésil. Pour la France, c'était une petite présentation du système de santé brésilien et un compte-rendu de notre mission. Et pour le Brésil, l'inverse, parce qu'une équipe brésilienne est aussi allée en France, là, en octobre 2023. Voilà. J'espère que j'ai respecté mon temps. C'était tout pour moi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, je vais arrêter le partage. Merci beaucoup. Très impressionnant. Moi, j'étais pas du tout au courant qu'au Brésil, on avait des taux de césarienne si élevés. C'est énorme. Ouais. Très intéressant. Merci. Donc, je vais arrêter le premier enregistrement. Bonjour à tous. Merci d'être présents ou de regarder donc ce webinaire à distance. Je suis Carafé, donc elle est directrice d'hôpital comme mes collègues, et actuellement en stage à l'hôpital Nord de Marseille, donc au sein de la PHM. Ce stage donc s'est déroulé d'août à octobre dernier sur à la fois le partenariat patient et citoyen, mais également la responsabilité populationnelle. Et j'ai donc pu constater que la responsabilité populationnelle gagnait en tout cas avait plus d'impact et d'importance dès lors que les citoyens étaient impliqués là-dedans. Et donc, ma mission a été de réaliser un état des lieux sur les démarches qui étaient faites au sein de Montréal en responsabilité populationnelle,
mais également j'ai été impliquée sur un programme de recherche en partenariat patient en oncologie. Donc, qu'est-ce que la responsabilité populationnelle? En effet, la FHF le connaît bien, puisque 2018, il y a 5 territoires pionniers, à la fois en diabète de type 2 et en insuffisance cardiaque, qui sont déployés. Donc, le but, c'est d'avoir une offre de soins au sens large qui correspond, en tout cas, aux marqueurs caractéristiques et aux besoins de santé de la population, et qui essaie également d'agir sur la prévention par rapport au diagnostic populationnel qui a été réalisé. C'est quelque chose qui est déployé depuis suffisamment longtemps au Québec pour en voir les bénéfices, qui a été inscrit dans la loi et qui est donc porté par les CIUS, qui sont donc des centres intégrés universitaires en santé et en services sociaux, qui donc sont des regroupements d'hôpitaux et d'établissements médico-sociaux et sociaux, et qui, justement, à travers une dynamique régionale, puisqu'ils sont au nombre de 5 sur le territoire de Montréal, permettent d'avoir des services appropriés en fonction des quartiers et des communautés présentes dans ces quartiers, et qui donc évaluent régulièrement leurs interventions et les actions dans le milieu de vie. À Montréal, donc, il y a des enjeux de santé urbaine certains, au nombre de 5, surtout en santé publique, qui ont été définis dans un plan, à savoir le développement des enfants, la santé mentale, le vieillissement de la population, la crise des opioïdes, mais également la résilience des quartiers face à la transition écologique. Et donc finalement, il y a une certaine hiérarchie dans le déploiement d'actions de responsabilité populationnelle, puisque donc il y a un plan national de santé publique établi par le ministère, puis ensuite ce plan de 5 thématiques au niveau régional, et enfin les CIUS sont censés mettre en œuvre des actions qui s'inscrivent dans ces 5 thématiques grâce à une équipe d'organisateurs communautaires. L'organisation donc communautaire, c'est quelque chose dont je parlerai juste après, mais qui est vraiment caractéristique en tout cas du Québec. D'autres acteurs sont également impliqués, donc les gestionnaires en établissement, comme nous par exemple directeurs d'hôpitaux, mais également les patients et les citoyens, puisque le but est d'avoir une logique populationnelle centrée sur les déterminants de santé, donc vraiment sur la prévention en amont, et pas uniquement sur les caractéristiques des pathologies et donc les besoins exprimés et demandés par les personnes, mais les besoins non exprimés en fonction donc surtout des déterminants environnementaux et sociaux. Donc l'organisation communautaire, c'est l'équivalent du travail social ici. C'est une pratique d'intervention collective qui favorise à la fois la promotion de la santé, mais également la promotion du bien-être. À Montréal et plus largement au Québec, le lien entre le sanitaire et le social est assez fort. Et justement, ces organisations communautaires qui sont comme, on pourrait dire, le tissu associatif en France, est très fort et mobilise la contribution des citoyens dans différents domaines, que ce soit le logement, la santé, la pratique sportive et bien d'autres. On verra après à travers une action. Il y a différents statuts dans ces organisations communautaires et donc ils participent à améliorer finalement la vie dans certains quartiers. Ils sont déployés vraiment dans tous les quartiers et envers toutes les communautés, ce qui permet une meilleure implication en fait des personnes dans leur santé, puisqu'elles ont un pouvoir d'agir et elles sont incluses dans des tables de quartier. Ça juste après. Donc je voulais vous présenter quelques actions qui participent à la responsabilité populationnelle. Tout d'abord, Air ouverte, centrée sur la santé mentale des jeunes, qui est donc un lieu d'accueil avec ou sans rendez-vous pour les jeunes qui sont en détresse psychologique ou sociale. Et la particularité de ces programmes, donc, qui sont au nombre de 5, me semble-t-il, sur Montréal, c'est qu'il y a un comité une fois par mois qui réunit des jeunes pour voir quelles orientations, quelles offres pourraient être disponibles pour améliorer toujours plus la démarche d'aller vers les jeunes dans ces quartiers. Également, le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal a déployé un bureau du citoyen partenaire
où il y a 40 citoyens qui sont désormais actifs et qui donnent leur avis et sont force de proposition pour engager de nouveaux projets, pas uniquement dans le secteur de la santé, mais également pour améliorer la vie des communautés. Les tables de quartier, également, donc, qui sont organisées par les organisations communautaires, justement, qui donc réunissent citoyens, commerçants, travailleurs sociaux et les institutions, comme les établissements de santé, les établissements scolaires, la police, également les mairies, autour de différents sujets. Donc la petite enfance, la sécurité, le logement, l'alimentation, la jeunesse, le vieillissement de la population avec les aînés, donc les personnes âgées. Ces tables de quartier se réunissent très régulièrement et permettent d'améliorer concrètement les conditions de vie. Et enfin, la mesure des éclaireurs, déployés donc par des SUS, qui sont des réseaux de bénévoles, des équipes mobiles, dirons-nous, qui ont une expérience en psychosocial et qui permettent d'améliorer l'accompagnement et le prendre soin des uns des autres. C'est des personnes qui sont incluses justement dans les quartiers et bien connues de tous les habitants et qui permettent de faire remonter des situations problématiques et d'inscrire dans un parcours de soins ou d'un parcours social des personnes qui en auraient besoin. Finalement, l'hôpital, dans tout ça, bénéficie de résultats améliorés dans son activité et dans ses prises en charge. Notamment en France, on le voit aussi avec le déploiement de la responsabilité populationnelle par la FHF. Il y a une diminution des admissions aux urgences et également sur la durée totale des séjours, puisqu'il y a des parcours de soins, et notamment sur les soins primaires, qui sont déployés en amont de la survenue des personnes aux urgences. Ça permet d'éviter les difficultés d'un hôpital en fin de chaîne avec une absence de prévention et d'actes en premier recours. Et finalement, l'hôpital est davantage en collaboration. On voit, nous, ici à la PHM, avec les 3 centres de santé aujourd'hui intégrés, qui sont en collaboration avec les CPTS, la PMI, également des médecins libéraux, et donc des filières spécialisées à l'hôpital qui permettent de mieux orienter avant l'hôpital et après l'hôpital les personnes qui nécessitent des soins. Également des apports bien entendu dans le métier de DH que nous pouvons donc déployer à toute échelle et du court terme au plus long terme, en intégrant par exemple des patients partenaires et dans nos processus de travail, à la fois dans le soin mais également dans la gouvernance et dans nos projets, d'associer donc les structures de vie également à nos projets hospitaliers et inclure des médiateurs de santé pour renforcer la prévention à l'hôpital. C'est quelque chose qui est fait aujourd'hui dans les centres de santé de la PHM. Je vous remercie vivement pour votre écoute. Vous avez des questions ? Est-ce que vous voyez l'écran, c'est bon ? Oui. Oui, ok. Très bien. Eh bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous, Madame Manso, pour cette invitation et merci à la FHF également. Je vais donc vous restituer, je suis Guillaume Perrin, élève directeur d'hôpital et je suis actuellement en stage en France au CH d'Aubagne. Et dans le cadre de mon stage extérieur, je l'ai donc réalisé à Taïwan et précisément au NTUH, donc au National Taiwan University Hospital de Taipei. Pour vous donner quelques données générales sur ce pays, on sait que c'est un pays dont l'économie repose principalement sur la production de haute technologie. Et en cela, ça a permis au pays d'avoir un avantage concurrentiel et d'avoir également de créer un vivier d'ingénieurs informatiques qui est important. Et eh bien, il y a beaucoup d'experts, d'ingénieurs en informatique là-bas. Et ce qui est également bénéfique pour le secteur sanitaire, puisque le secteur sanitaire, les hôpitaux, parviennent à recruter en nombre suffisant des ingénieurs informatiques dans leurs établissements. L'offre publique à Taïwan, ça représente à peine un peu plus de 15% des établissements qui composent le pays. Et ils fonctionnent sous l'égide directe du ministère de la Santé et du Bien-être. Et donc, leur gestion est étroitement liée aux politiques et au financement que leur accorde le gouvernement.
Plus précisément, dans ces établissements publics de santé, il y a le National Taiwan University Hospital Healthcare System, donc, qui est un système de santé qui est constitué de différentes branches à travers le pays. En fait, c'est une sorte de gros GHT comme chez nous, qui est composé par 11 entités. Et en cela, ce GHT favorise une cohésion nationale puisqu'il partage un système d'information hospitalier qui est commun depuis 10 ans. Durant mon stage, il y a 2 faits qui m'ont marqué principalement parmi d'autres. C'est la politique de management qui est menée par l'établissement lors des changements avec les technologies de santé et la forte acculturation des personnes, des individus aux innovations technologiques. Pour vous préciser un peu plus mes propos, en ce qui concerne le management qui est mené dans l'établissement, d'abord, il y a un département, le département du développement et de la planification, qui est directement rattaché à la direction générale du NTEH de Taipei et qui est vraiment le visionnaire sur le long terme de l'hôpital. Et son rôle, il a pour mission d'élaborer la stratégie pluriannuelle de l'établissement, de planifier et de piloter les projets, donc parmi ceux-là, ceux qui comportent des innovations technologiques, et de définir aussi une politique de gestion de la performance, c'est-à-dire de porter des curseurs sur le régime indemnitaire et le régime sur l'avancement des carrières qui va être mené par l'établissement. En termes de conduite du changement, plus précisément, l'établissement accorde un régime indemnitaire qui base sur les bénéfices générés par l'établissement, fondé sur l'activité médicale qui est produite. En 2023, il y a 21% des bénéfices qui ont été accordés aux agents au titre du régime indemnitaire, donc du bonus. Donc on voit bien que au plus un agent est productif, au plus il va pouvoir avoir un régime indemnitaire qui est fort. Et bien dans cela, les agents auront intérêt à s'approprier rapidement les technologies de santé, les innovations, pour pouvoir améliorer leur productivité. En termes d'avancement de carrière également, elle dépend de la participation des agents, des professionnels aux formations et qui sont obligatoires, et notamment celles qui sont dédiées à l'utilisation des technologies de santé. Par exemple, si moi je suis un agent d'un service où il y a 10 personnes, eh bien je verrai le taux de promouvable de mon service qui sera plus élevé si tout le monde participe aux formations obligatoires. Mais si par contre il y a quelqu'un dans mon service qui ne participe pas à une formation obligatoire, eh bien le taux de promouvable sera moindre. Donc il y a un lien entre la promotion, l'avancement des carrières des agents et leur participation aux formations obligatoires, aux technologies de santé notamment. Et enfin, ce qui m'a marqué également dans cet établissement, c'est que pour accompagner les usagers dans l'appropriation des technologies de santé, eh bien, il y a comme une sorte d'armée de bénévoles qui est intégrée à l'établissement. Au NTEH de Taipei, ils sont plus de 900 bénévoles. Donc derrière, il y a toute une logistique, toute une politique de ressources humaines qui est menée pour attirer et fidéliser ces bénévoles qui accompagnent les usagers dans l'appropriation des technologies de santé, et notamment, par exemple, lorsqu'il faut s'enregistrer au bord d'admission ou dans leur démarche administrative. Enfin, je vais passer rapidement sur les photos pour vous montrer des exemples concrets de technologies de santé qui étaient présentes dans l'établissement. Donc le premier, c'est un logiciel d'intelligence artificielle, un modèle d'intelligence artificielle qui a été constitué par une équipe du NTEH. En fait, l'établissement comporte une équipe qui a 8 agents et qui sont dédiés à la programmation de modèles d'intelligence artificielle et qui vont être utilisés par les professionnels de santé dans l'établissement, ce qui est un peu atypique. Et puis, en deuxième photo, c'est une automate de triage des tubes de prélèvement. Donc, ce ne sont plus les agents qui les trient manuellement. En 3, c'est une borne d'enregistrement automatique
d'un patient pour un prélèvement sanguin, en fait, il va passer son ordonnance et sa carte vitale, et puis il va sélectionner l'examen auquel correspond sa venue aujourd'hui, et puis il y a des tubes de prélèvement qui vont tomber, et puis il peut aller directement au laboratoire pour se faire prélever, ou si c'est un prélèvement, un tube urinaire, il peut aller directement et le reposer sur le comptoir lorsqu'il a terminé, en simplifiant son parcours. En quatrième photo, ce sont des postes de prélèvement sanguin où il y en a plus de 3000 par jour, avec un tapis roulant qui dirige les tubes de prélèvement sur un mécanisme qui les trie automatiquement et qui les envoie au labo. En 5, c'est un tensiomètre qui est en libre service dans l'établissement. En fait, n'importe qui peut entrer, passer sa carte vitale, tester sa tension, et puis toutes les données sont envoyées directement sur son dossier médical de l'établissement, plus son dossier médical personnel de la sécurité sociale, de l'assurance maladie là-bas. Et pareil, c'est leur SIH qui est fabriqué, qui est fait maison, qui est fabriqué par les programmateurs et les ingénieurs informatiques de l'établissement, ce qui est atypique aussi. En 6, c'est une armoire de distribution de médicaments automatisée. Donc là, il n'y a que les contenants qui sont identifiés dans la prescription, qui s'ouvrent pour réduire le nombre d'erreurs et pour améliorer le suivi des stocks de la pharmacie. En 7, et je m'arrêterai là, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui améliore l'exhaustivité du codage de l'activité des professionnels. En fait, ce modèle d'intelligence artificielle va chercher le compte-rendu opératoire ou le compte-rendu hospitalier fait par les médecins, et puis en cliquant sur un bouton par les médecins, eh bien, ça va générer du codage et puis améliorer l'exhaustivité et par là même eh bien, améliorer le niveau des recettes de l'établissement. Voilà pour mon stage, ce que j'ai pu en retenir. Et s'il y avait un mot à retenir, c'est que ce système d'information hospitalier vraiment intégré dans tout l'établissement et à travers le GHT apporte de nombreux avantages pour les professionnels et pour les patients également. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, et merci pour la jolie phrase de fin. Je l'ai trouvé sur un restaurant à Taïwan. Donc ça m'a... En français. D'accord. En français. Bah, très intéressant. Je m'interroge, moi, c'est 900 bénévoles, c'est des élèves d'écoles, de systèmes d'information, enfin d'informatique ou... Pardon ? Les 900 bénévoles dont vous parlez. En fait, la majorité, ce sont des anciens salariés et qui veulent continuer à avoir une action à l'hôpital parce que c'est leur côté humaniste. Et puis, en échange, la politique qui est menée, c'est qu'ils ont un repas gratuit quand ils viennent. Donc, il y a vraiment des emplois du temps qui sont menés par le service des ressources humaines. Donc, il y a un repas gratuit et puis ils ont droit à des examens médicaux gratuits durant l'année. D'accord. Il n'y a pas de coût qui est remboursé par la sécurité sociale, notamment ceux qui utilisent des équipements innovants. Donc, ils ont ces petits avantages, mais c'est plus par l'humanisme et parce qu'ils ont déjà travaillé à l'hôpital. D'accord, très intéressant. Des questions ? Non, donc j'arrête mon enregistrement. Et des hôpitaux new-yorkais, donc en d'août à octobre de l'année dernière, sur la thématique de l'expérience patient. Donc 3 groupements hospitaliers où j'ai pu me rendre pour aller chercher les meilleures pratiques dans le domaine de l'expérience patient. Donc le New York Presbyterian, l'hôpital Mount Sinai et Northwell Health. Alors, d'abord sur le contexte, il faut savoir que ce qu'on peut appeler là-bas le marché de la santé, c'est un marché hyper concurrentiel. Ces dernières années, on a vraiment vu un phénomène de fusion-acquisition des hôpitaux. Donc maintenant, c'est des grands groupements de la taille de la PHP en France pour comparer. Donc on ne peut plus être un seul hôpital aux États-Unis pour survivre. Il faut vraiment se rapprocher et travailler ensemble. Donc dans ce contexte, on comprend que l'expérience patient peut être un levier de performance
puisque comme c'est un marché très concurrentiel, ça peut être une façon d'attirer ce qu'ils appellent les clients jusqu'au moment où ils passent la porte de l'hôpital, où on va les appeler des patients. Alors, l'expérience patient, l'écosystème, repose sur 4 piliers essentiellement. D'abord, un sondage qui s'appelle HCAPS, qui ressemble à ISATIS en France, où on va interroger les patients sur leur séjour, en termes d'environnement, en termes de relations avec les soignants, etc. Donc, la particularité de ce sondage aux États-Unis, c'est que non seulement il permet de gagner de l'argent, mais il peut aussi vous en faire perdre. Donc, il peut avoir des pénalités si les résultats sont mauvais. Donc, c'est un premier effet de ce sondage. Et le deuxième effet est un effet réputationnel, puisque le site de Medicare.gov classe les hôpitaux selon leurs résultats à HCAPS et du coup, en termes aussi de nombre d'étoiles. Donc, un hôpital aura plus ou moins un nombre important d'étoiles selon ses résultats à ce sondage. Ensuite, l'expérience patient aux États-Unis, c'est aussi un sujet donc stratégique, puisque et on le voit en fait par la présence de directeurs de l'expérience patient dans la plupart des hôpitaux. Après, le périmètre d'action de ce directeur peut varier. Ça peut englober des thématiques plus ou moins larges, mais en tout cas, c'est une personne qui est très présente dans les hôpitaux aux États-Unis. Ensuite, c'est aussi une communauté bien organisée, notamment autour du Berry Institute, qui est l'équivalent de l'IFEP, l'Institut français d'expérience patient aux États-Unis. Donc, le Berry Institute, pour rappel, c'est eux qui ont notamment diffusé une définition de l'expérience patient qui est bien reprise dans l'ensemble à l'international. Et cette communauté, c'est aussi des groupes de travail, des formations, un diplôme qu'ils proposent aussi. Et enfin, le personnel, parce que c'est une thématique qui est, dont tout le monde a conscience, que ce soit de l'agent d'entretien au médecin. Alors, le but de ce stage, c'était vraiment d'aller voir les meilleures pratiques. Donc, je vais en développer quelques-unes, 3 notamment devant vous, avec un exemple tiré de chaque groupement hospitalier pour les illustrer. Alors, une des très bonnes pratiques que j'ai pu repérer, c'était l'éducation, la formation. Donc, c'est la pratique numéro 1. Donc, par exemple, dans l'hôpital Northwell Health, tous les nouveaux arrivants ont un parcours d'intégration. Le premier jour, ils sont accueillis par le DG de l'hôpital, mais aussi par le directeur de l'expérience patient. Donc, dès leur premier jour, ils entendent parler de l'expérience patient. Et après, au cours de la semaine, ils ont un module de 2 heures sur l'expérience patient, qui leur permet de bien comprendre ce que ça veut dire. Et par exemple, aux États-Unis, quand on se perd dans un hôpital, on ne peut pas rester longtemps perdu. Dans les 2 minutes, il y a quelqu'un qui vous prend par la main et qui vous amène dans un service. C'est vraiment quelque chose qui est fait par tout le monde. Ensuite, en deuxième exemple, l'utilisation des tableaux de bord. Alors, une culture des tableaux de bord aux États-Unis importante. Donc, à partir des sondages HCAPS, il y a des données qui sont traitées notamment par une entreprise qui s'appelle Press Ganey, qui a un quasi-monopole aux États-Unis et qui prépare des tableaux de bord qui sont ensuite récupérés par les équipes de l'expérience patient. Et ces équipes rencontrent régulièrement les cadres dans les services pour analyser ces tableaux de bord. Donc, par exemple, dans un hôpital de New York Presbyterian à Queens, j'ai accompagné une personne du service de l'expérience patient qui a rencontré une cadre et ensemble, chaque semaine, ils analysent les données, les bons résultats, les résultats qui sont moins bons et ensemble, ils essayent de comprendre pourquoi et ensuite de trouver des solutions et les adapter au fur et à mesure pour voir ce qui fonctionne pas. Et aussi, une des routines, c'est qu'au moment des staffs de l'équipe soignante dans les services, tous les jeudis, ils viennent sur les résultats en termes d'expérience patient ensemble et sur ce qu'ils peuvent faire pour les améliorer. Et enfin, un dernier exemple que je souhaite développer, c'est la bonne pratique numéro 5.
Actuellement, il y a un glissement de sémantique. Le Berry Institute parle de plus en plus d'expérience humaine et non plus d'expérience patient seulement. Donc l'idée ici, c'est d'avoir en fait un engagement fort de l'ensemble des agents d'un hôpital, d'avoir une expérience humaine positive pour, in fine, avoir une bonne expérience patient. C'est l'idée que tout le monde doit être bien au travail pour que l'expérience du patient soit bonne. Donc à Mont-Sinaï, c'est vraiment une notion qui est très présente. Chaque année, il y a un sondage auprès de l'ensemble des agents de l'hôpital pour voir comment ils se sentent au travail. Et dans les services, les agents évaluent également leur manager. Et dans les services où les évaluations du manager sont pas très bonnes, ce manager est ensuite accompagné par un coach pendant 1 année, voire 2 années, pour que ce coach améliore son management et, in fine, fasse en sorte que son équipe soit mieux, se sente mieux, mais soit aussi plus efficace dans toute sa pratique, mais également dans le domaine de l'expérience patient. Donc, ce qui permet aussi d'améliorer les résultats dans ce domaine-là. Voilà, donc les quelques mots que j'avais à dire sur mon expérience aux États-Unis. Expérience très riche. Combien de temps votre stage dans chaque 1 mois et demi. 1 mois et demi, d'accord. Merci beaucoup. Alors. Merci. Domiti, c'est à vous. Pas. Là, moi, je vois pas votre écran, non. Voilà, ça y est. Ah, très bien. Très bien. Du coup, moi, j'ai fait mon stage de 2 mois, donc mon stage extérieur au CHU de Montréal, et plus particulièrement au Centre de recherche de Montréal, qui est en lien avec la direction de la recherche. Et je me suis intéressée au projet de recherche Action, qui est très développé au Canada, et je me suis demandé comment ça pouvait être un outil à la disposition d'une direction d'hôpital pour améliorer l'organisation des soins dans cet hôpital. Alors déjà, je voulais rappeler un constat qui est que au Canada, on a une répartition assez égalitaire des projets de recherche, puisque on a une répartition à peu près à 35 et 30% entre la recherche fondamentale, la recherche clinique et la recherche en santé des populations, et notamment au CHU de Montréal, puisque on a, comme je l'ai indiqué, le carrefour de l'innovation qui va se concentrer sur les projets de recherche en santé des populations. Et donc ces projets de recherche, ça va être des projets de recherche qui sont dits des projets de recherche action. Donc en fait, un projet de recherche action, c'est un projet de recherche qui va emprunter aux méthodes de la recherche clinique et fondamentale, et donc il va permettre l'acquisition et la production de connaissances scientifiques, mais c'est aussi un projet de recherche qui va être alimenté d'une étude médico-économique et d'un plan opérationnel avec des actions concrètes. Donc c'est ces 2 aspects du projet de recherche-action qui m'ont tout particulièrement intéressée. Donc je vais prendre le cas concret du projet Transplantation connectée, donc qui vise à améliorer le parcours d'un greffé hépatique. Donc on est parti d'un besoin qui est que lors de la pré-greffe pour le patient, on avait un parcours pré-greffe qui était très lourd. Le patient passait 10 jours à l'hôpital en moyenne. Il avait une série d'examens médicaux, parfois redondants. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à la fin de ces 10 jours, on n'avait pas une inscription automatique sur la liste de greffe. On était à peu près à 60% des patients qui étaient inscrits. Par ailleurs, ce qu'on remarquait aussi, c'est que pendant la greffe et après la greffe, on avait eu peu d'accompagnement en amont de la greffe, donc avec des plans nutritionnels, des plans sportifs, un soutien psychologique, et donc que parfois la greffe pouvait être assez traumatisante pour le patient, et que une fois que la greffe était terminée, il y avait souvent un risque de retour aux urgences qui était à peu près de 8%. Donc ce sur quoi on a travaillé, c'est le projet de recherche Transplantation connectée.
Donc ce projet de recherche, il permet en fait d'avoir deux groupes. Un groupe qui va bénéficier de tous les éléments dont je vais vous parler, et puis un groupe qui a le parcours classique de greffe. Donc dans le groupe qui a un parcours nouveau de greffe, on voit que du coup les délais de parcours pré-greffe sont réduits, puisque c'est maintenant rabaissé à 5 jours et que le patient n'est pas forcément à l'hôpital. Il a bien évidemment une série d'examens médicaux qui sont bien choisis et qui sont réalisés surtout par une équipe pluridisciplinaire. Mais il n'a pas que ça, puisqu'il a un plan de reconditionnement physique, un plan de reconditionnement nutritionnel, un coaching psychologique par des patients partenaires accompagnateurs qui ont eux-mêmes subi une greffe dans les années précédentes. Et puis, le patient doit aussi pouvoir suivre ses données lors de ce parcours pré-greffe et suivre ces données via des objets connectés, donc son poids, sa tension, etc. Ensuite, ce qu'on remarque du coup, c'est que après tout ça, ça a été fait dans le parcours pré-greffe, et donc du coup dans le parcours post-greffe, on voit une récupération assez rapide. Le patient reprend l'activité physique plus rapidement, il mange mieux, et puis continue d'avoir ce coaching par les patients accompagnateurs. Donc en termes de méthodologie de recherche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a couplé des données quantitatives, donc avec des indicateurs sur l'état de santé des patients qui avaient bénéficié du nouveau parcours de greffe versus les patients qui étaient encore sous le même parcours de greffe classique, donc le poids, la tension, le nombre de rejets, le nombre de décès, des indicateurs d'activité, donc le nombre de visites médicales pour le patient, les durées moyennes de séjour, le nombre de retours aux urgences, et puis aussi des indicateurs RH avec le taux d'absentéisme dans l'équipe qui prenait en charge le patient, les ratios nécessaires. Et à ça, on a couplé des données qualitatives, donc avec des entretiens avec les trois parties prenantes, donc le patient, le clinicien et le gestionnaire, donc qui est plutôt l'équivalent d'un directeur de la qualité, directeur de la recherche au Canada, avec des mesures de l'expérience patient, donc la qualité de sa prise en charge, la réalisation des actes, et puis les conditions de travail aussi ressenties par les équipes avec est-ce qu'il y a un temps soignant qui est dégagé grâce aux objets connectés, est-ce qu'il y a un meilleur partage de l'information puisqu'on a une petite équipe resserrée pluridisciplinaire auprès du patient. Donc ce qu'on a pu voir, et il y a eu des publications scientifiques sur le projet, c'était que les résultats du projet étaient très probants puisqu'on avait une amélioration du parcours patient. Avec cette équipe pluridisciplinaire et ce délai restreint de parcours pré-greffe, on avait une suppression des actes inutiles, donc une prise en charge pluriprofessionnelle et puis une éducation thérapeutique du patient via les objets connectés. Et finalement, on a 80% désormais des patients qui sont inscrits sur la liste, qui est une augmentation considérable. On voit aussi qu'on a une gestion des ressources humaines qui est plus efficiente, puisqu'on a une amélioration du travail en équipe, la transmission d'informations entre l'infirmier, le kiné, le nutritionniste et une redondance plus faible des actes. On a un temps soignant qui est dégagé aussi pour de l'écoute, de la prévention grâce à l'introduction des objets connectés et ça permet aussi nécessairement de revoir les ratios et les maquettes organisationnelles. Et puis on a des coûts qui sont réduits aussi puisqu'on a une diminution des actes, une réduction de la durée moyenne de séjour et puis des coûts associés à ce séjour. Et finalement, on se retrouve avec 2% seulement de retour aux urgences, qui par comparaison avec le 8% du parcours de greffe assez classique. Alors très brièvement, du coup, moi ça m'a permis de comparer avec la progression de la recherche-action en France. Donc ce que j'ai pu constater, j'avais fait un stage long à la direction de la recherche de la PHP, donc j'avais pu travailler sur ces sujets-là. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a un fort investissement dans la recherche en France, mais plutôt dans la recherche biomédicale, la recherche clinique, et on le voit avec ces chiffres, puisque les programmes hospitaliers de recherche clinique représentent à peu près 70% des financements en France, là où les programmes de recherche médico-économique et puis les programmes de recherche sur la performance du système de santé représentent à peu près 17%. Et ça peut s'expliquer par le fait que on a une recherche qui est pilotée
principalement par les CHU, ce qui n'est pas le cas à Montréal, puisque on a pas mal de CH qui font de la recherche. Et par ailleurs, on n'a pas de patients partenaires encore totalement déployés en France, ce qui fait que c'est difficile de mener des projets de recherche-action, puisque les patients partenaires sont un levier considérable là-dedans. Donc, du coup, si on revient sur ce qui se passe en France, c'est que on a donc des initiatives de recherche-action qui sont mises en place, avec une structuration des réseaux de recherche hospitalière, pas seulement en CHU, une implication progressive des patients partenaires, j'avais pu le constater au CHU de Bordeaux ou à la direction de la recherche de la PHP, et puis une incitation financière croissante du ministère pour des projets qui soient plutôt tournés vers l'action et pas seulement de la recherche scientifique pure. Les marges de progression qu'on peut identifier, ce serait d'avoir justement la mise en place d'une cellule de recherche-action au sein des CHU et puis des CH, qui soit au service à la fois des directions fonctionnelles, s'il y a un besoin par exemple pour améliorer la durée moyenne de séjour dans tel ou tel service, mais aussi en lien avec les chercheurs des unités de recherche clinique. Il faudrait aussi structurer un vrai réseau de patients partenaires de la recherche, ce qui est le cas à Montréal et au Canada de manière générale, et puis une animation qui soit vraiment territoriale de la recherche action. Bon, c'est assez bref parce que du coup, j'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je vous remercie pour votre attention et je me suis pas présentée, du coup, je suis élève directrice en stage à la DRH de la PHM. Voilà. 13h59, bravo. On a tenu l'heure à la minute. On a même une minute de rab pour vous remercier pour ces présentations hyper intéressantes. Et puis j'espère que, c'est de toute façon des expériences très riches, et je pense que vous aurez l'occasion de les mettre en œuvre, en tout cas de mettre en œuvre les bonnes choses que vous avez retenues de ces stages. Voilà, encore merci, et je vous tiendrai informé il faudrait que je reçoive vos présentations. Comme ça, je vais essayer d'accorder à peu près la bande son avec les images. Ça va pas être un petit travail, ça. Et voilà, je vous tiendrai informé de la diffusion qu'on en fera. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.